Salut à tous, bienvenue en ce samedi soir dans Backcheck XXL. 3 matchs au programme de National League. Ce soir, on parlera également de NHL, on parlera également de mode de championnat et notamment de tour de placement et de finale de play-out. Nos invités Gilles Montandon et Grégory Beau, journaliste à Sport Center. Gilles Montandon, quelle est l'image? Qu'est-ce que tu vas garder finalement de cette soirée? Alors ce soir, Fribourg devait et l'a fait contre le HCB. Grégory? Lausanne s'en est sorti par les poils à Rapperswil. Et puis Langnau s'impose à la maison contre Andry. Presque bon pour Langnau. Moi, je pense que oui, en tout cas. En tout cas, l'image du jour, c'est la victoire de Fribourg-Gotteron et surtout un certain André Bikoff qui retrouve enfin le chemin des filets. Trois matchs au programme, en effet, de National League. Ce soir, il y en avait 6 hier. Il y en aura 2 demain, importantissimes, avec notamment un Lugano, Genève Servette et un ZDC face au CP Berne. Mais les 3 matchs de ce soir avaient un parfum un petit peu particulier. Il y avait quand même 3 clubs romans qui s'affrontaient, dont 2 directement entre Fribourg et Bienne. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais avant cela, c'était le choc un peu des surprises, finalement, de ce championnat. Parce que oui, on a la 44e soirée de National League. Il y a 2 équipes qui, pour l'instant, sont dans le bon wagon, c'est Langnau et Ambry, plutôt habitués à batailler pour tenter de décrocher leur place en play-off, voire justement pour éviter de tomber dans la finale de play-out. On pense à Ambry, en général plutôt 10e, 11e, voire pire au niveau du classement. C'était un match donc très intéressant, surtout voir comment Ambry allait digérer, on va dire, ou confirmer sa belle victoire dans le derby de la veille, alors que Langnau avait été battu. Eh bien, ça s'est déroulé surtout en deuxième période au niveau des buts, mais en première période, on va voir l'arrêt de la soirée. Le big save signé Damiano Ciaccio et Gilles Montandon. Oui, le gardien fait un bel arrêt, mais bon, forcément, si l'attaquant tire dans la mitaine, c'est ça? Ouais, mais non, effectivement, là, il faut quand même donner quelque chose à Damiano Ciaccio. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je veux dire, si le puck est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas que la mitaine, c'est goal. Donc ça veut dire que là, dans l'élan, le gardien joue juste, il doit jouer comme ça. Et par précipitation, le joueur, l'attaquant prend le rebond et il se dit OK, ben c'est goal, et puis il met le puck sans trop réfléchir, quoi. En l'occurrence, je pense que c'est un défenseur. Faudra. Sauf erreur. Pourtant, il est capable de mettre quelques goals, celui-là, quand même. C'est porté à l'attaque, en tout cas. Il a osé. On va voir quelques jolis gestes, de toute façon, ce soir, que ce soit défensif ou offensif. En deuxième période, le héros du côté de Langnau, c'est son prénom et son nom, c'est Hello. On l'a fait depuis, évidemment, le début de la saison. 29e minute de jeu, Cadono Huguenin à la passe, héros, Hello. Parce qu'on parle souvent du fameux bloc Kubalik, etc. Mais du côté de Langnau, il n'y a pas que des Domenico et Pessonnel, il y a héros, Hello aussi, Grégory Beau. Joueurs qui sont capables d'aller gratter les pucks devant le but, de se mettre là où ça fait mal. Et là, c'est exactement ça. Il est là, c'est le premier à se jeter sur le puck après un rebond devant Benjamin Kontz. Là, on parlait aussi de Fribourg. Il faut être capable de marquer des vilains buts. C'est pas forcément un très beau but, mais voilà, ça met Langnau en avantage. Il est hyper important. Avec la légalisation signée Nick Plastino, but totalement valable cette fois-ci, Stéphane, puisque hier on en a parlé, toi tu ne l'aurais pas accordé, mais cette fois-ci, ce soir... Cette fois-ci, je ne vois rien de répréhensible. Je pense que c'est même le joueur de défenseur de Langnau qui est plus proche du gardien. Regardez, il y a quand même pas mal de circulation. Ciaccio qui ne voit pas le départ de cette rondelle. Pas qu'il a semblé passer même entre les jambes de son défenseur, donc Plastino. Tire à mi-hauteur. Et qui touche la cage, touche la cible, et ça fonctionne. Hello, on va le retrouver une nouvelle fois pour son doublé, le game-winning goal du reste de ce match, avec ce tir sur réception, à la suite d'une pénalité distribuée pour surnombre. Oui, surnombre. Ambry qui était passé entre les gouttes hier soir avec ses pénalités pour surnombre. Ce soir, ça n'a pas passé. Mais encore une fois, qui est à l'origine? Qui fait cette passe au bon endroit, au bon moment et bien dosé? Huguenin. C'est Huguenin. Eh oui. Mais par contre, ça, c'est le genre de passe qui doit être dosé comme cette passe est donnée. Parce que pour le shooter one time, il a besoin d'avoir une passe qui vient bien. Si tu lui mets une bombe. Si tu mets une bombe, c'est comme on a vu comme Vienne, là, sur le pipi, c'est impossible de les prendre en one time, c'est impossible. Le troisième but, le but de la sécurité dans la cage vide signé Pessonen. Mais Grégory Beau, il reste à peu près 3 minutes lorsque Cereda décide de sortir Kontz.
Un peu tôt, selon vous, C'est surprenant en tout vraiment cas tôt, je trouve. Ouais, effectivement, quand on a vu le gardien sortir, on s'est dit soit il y a un problème, l'horloge est fausse, ou est-ce qu'il y a une pénalité différée, ou qu'est-ce qui se passe? Non, alors là, à 3 minutes de la fin, il n'y a qu'un but de retard. Moi, je ne comprends vraiment pas cette décision de tirer là. Votre avis, messieurs? Ouais, c'est vrai qu'avec 2 goals, ça n'aurait pas été faux, mais avec un goal, 3 minutes avant, c'est quand même... C'est long, hein? Vous donnez le match quasi, quoi. Oui, en tout cas, ça met beaucoup de pression sur les joueurs sur la glace à ce moment-là, même si vous êtes dans la zone. Beaucoup de possibilités. C'est très, très long, effectivement. Moi aussi, j'ai été étonné de voir ce... Bon, écoutez, si ça avait fonctionné, on serait tous là en train de dire « Waouh, waouh, un visionnaire ». Non, quand même pas. Non, il a eu du bol, il s'en est bien sorti. Mais 3 minutes, c'est vrai que c'est très, très long. Je suis assez étonné de ça. On voit ça rarement, d'ailleurs. Un but d'écart, 3 minutes de la fin. Avec un pipi, pourquoi pas? Si tu as un pipi, éventuellement. Pourquoi Mais même pas, là, c'est un pipi, tu égalises, tu te sors du... Ouais, bon, bref. Bon, alors on a vu des entraîneurs à 1 minute 30 en deuxième période, un 5 contre 3, sortir son gardien pour un 6 contre 3. Il le fait un peu moins souvent. On parle de Chris Maxwell, on le voit un peu moins souvent faire ce genre de choses quand même. C'est vrai que Chris ne nous a pas fait ça depuis un moment. On n'a pas vu de la saison à peu près, ce genre de facétie, effectivement. C'était à l'époque où Genève était une grande cylindrée du championnat. À voir. Genève qui jouera demain face à Lugano, faut-il le rappeler. Fribourg-Gotteron face à Bienne. La mission pour Fribourg-Gotteron, renouer avec le succès après 2 matchs compliqués, évidemment, face à Rapperswil et face à Lausanne. C'était Bienne qui traverse aussi une passe difficile, finalement, un malheur au vaincu dans cette rencontre. Une rencontre qui a débuté avec ce but de Bertrand, un but quand même un peu gag, Gilles Montandon, un garbage goal, mais ô combien important. Ouais, écoutez, moi je me pose pas tellement la question comment ça se fait que le puck est rentré, quoi. Je veux dire, voilà, on cherche à marquer des goals, que ce soit il parlait de la bande, d'un défenseur ou peu importe. C'est vrai que là, il a bien fait de louper son shoot et le rebond était favorable pour Bertrand de l'autre côté. Mais Künzle, on le découvre but, enfin quoique en tout cas on ne connaissait pas forcément cette saison, cette efficacité-là. Réaliser un doublé, Grégory Beau, c'est peut-être dans la rencontre de Bienne disputée ce soir, le point positif finalement? On peut dire ça, oui, on peut le voir de ce sens-là ou dans l'autre et voir que Sébastien Schilt était aux fraises sur cette action. Et c'est pas un hasard si Künzle s'est présenté tout seul, il y a les deux faces du miroir. À la suite de ce face-off, Fribourg-Gotteron qui va doubler la mise, Nathan Marchand et un Jonas Hiller, Stéphane, qui sur ce coup-ci, regardez comme il termine le gardien là, à genoux, en avançant un peu à genoux. En tout cas, une tentative d'arrêt un peu particulière. Oui, il est descendu un peu vite. On voit souvent ça chez Hiller. Il descend très, très rapidement sur la glace. Regardez, il est déjà à genoux. Et là, comme le puck revient dans la zone où il doit se relever, parce qu'on sait que les gardiens sont déjà à genoux, là, tout à coup, il revient, il se relève et il redescend relativement rapidement. Mais on va donner quand même le crédit au shoot parce que c'est un tir très, très précis, côté rapproché, au-dessus de l'épaule. Ouais, puis je pense qu'il ne le voit pas partir, le puck, là. Il y a du trafic un petit peu devant. Puis c'est clair que là, il met un super shoot, Nathan. Là. Ouais. Et 2-1 pour Fribourg-Gotteron après 20 minutes de jeu. Et surtout Fribourg qui va passer l'épaule et marquer la game-winning goal avec André Bikoff. Regardez, début de période, André Bikoff. Si vous aimez les top shoots, celui-là, Gilles Montandon, il est super. Ça mériterait d'être dans les highlights de la NHL. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est pour redire, c'est marquer ce petit temps d'arrêt qui permet justement au gardien de douter, de voir éventuellement qui va jouer la passe. Et puis c'est clair qu'il le met au premier poteau. Là, c'est superbe goal. Tous les anciens gardiens, Olivier Hankin qui vient sur le plateau ici, vous dirait mais pourquoi descendre sur la glace à ce moment-là? Pourquoi être à genoux? C'est le nouveau style. Moi, je ne l'aurais pas pris, celui-là. Il nous aurait peut-être dit ça. Künzle, pour la réduction du score, sont doublés ce soir à la 24e minute de jeu. C'était le but de l'espoir, entre guillemets, pour Bienne, qui aurait pu faire douter les Fribourgeois un peu jusqu'au bout. Mais cette équipe de Fribourg-Gotteron, Grégory Beau, elle vous a rassuré ce soir? Offensivement, oui. Défensivement, ça tenait la route ces derniers temps. Donc, ce côté où ils ont 43 tirs cadrés, c'est plus du double de ce qu'ils ont proposé offensivement à Lausanne la veille. Il n'y avait que 18 shoots, dont 9 après 2 tiers-temps. Ils ont produit du jeu. Je pense que le mot d'ordre, c'était on tire dans toutes les positions et tôt ou tard, ça va bien rentrer et ça a l'air d'avoir fonctionné. C'était un adversaire compliqué à manœuvrer, Gilles Montandon, ce soir pour Fribourg, Bienne? Mais ouais, pas tellement. Moi, j'ai l'impression que ce Bienne-là, il accuse quand même le coup. Bon, Stéphane l'a montré après les 10 premiers matchs du championnat. C'est vrai qu'il marque le pas. Mais en principe, ils ont un puck management qui est assez bien foutu. Ça tient la route. Ils ne paniquent pas trop au niveau défense. Ils ont des sorties de zone qui sont encore assez propres.
Mais j'ai trouvé le jeu sur le power play. Là, on parlait de mettre des pucks dosés pour les one-timers. Les pucks, ils arrivent, c'est des bombes qui vous sautent sur la canne, sur les patins. Vous n'avez pas le temps de lever la canne et faire le mouvement. Je veux dire, il manque un petit peu de finesse, un petit peu de jouasse momentanément. Juste pour rappeler ce qu'on a dit, évidemment, en avant-match, Bienne, lors des 10 premiers matchs de la saison, c'est 8 victoires, 2 défaites, un différentiel de plus 22. Et depuis ce temps-là, donc les 34 matchs subséquents en comptant ce soir, c'est 14 victoires et 20 défaites. Mais ils passent une saison assez tranquille finalement. Parce qu'ils ont bien parti. Si vous commencez bien, la presse, les méchants médias comme vous, toujours la presse. Les fans, tout le monde est dans la donne positive. Parce que au classement, vous êtes toujours haut. Si vous naviguez une victoire, une défaite, 2 victoires, et tout le monde part au classement, tout le monde dit que c'est une super saison, peu importe si vous faites moyennement par la suite. Mais oui, mais ils n'ont jamais eu de vraies séries négatives, en fait, aussi, cette équipe, finalement, biennoise. Ils n'ont pas eu plus de 4 défaites, me semble-t-il, durant la saison. Ils n'ont pas eu une série véritablement noire, on va dire, montrée du doigt, comme a pu le connaître Lausanne, par exemple. Typiquement, on a dit « Oh là là, mon Dieu, Lausanne, on parle de l'entraîneur menacé, etc. » Ah bon, on a quand même dit « Et Peltonen, il fait moins bien que certains autres entraîneurs précédents à Lausanne. » On l'a dit, franchement. Ah ouais, effectivement. Et Bienne, ça n'a jamais été le cas. Mais l'exemple le plus frappant, c'est le week-end précédent. Fribourg et Bienne jouent les deux Berne et Rapperswil. Fribourg a fait cette faute professionnelle contre Rapperswil et a battu Berne. Bienne a le même bilan, 2 matchs, 3 points. Mais personne n'a cherché des points à Bienne parce qu'il y a toujours dans ce trend positif du début de saison qui reste et qui va rester jusqu'à la 50e journée. Donc un entraîneur qui veut sauver son job, il a intérêt à avoir un super bon camp d'entraînement. Tu es bon dans les 10 premiers matchs, contrairement à ce qu'Ireland a fait Serge Aubin, pour ne pas les nommer. Ireland qu'on a critiqué toute l'année. Voilà, puis... Ouais, ils étaient finalistes la saison passée aussi, Lugano. Si tu pars bien, différent. Tout le monde te fout la paix et on a la donne positive pour la saison parce qu'il n'y a que 50 matchs. En NHL, tu fais ça les 10 premiers matchs. Vegas, cette année, ils sont très mal partis. Ils sont venus. Ils sont venus, puis ils sont nettement dans les playoffs. Ils sont venus fort. Sur la longueur, tu réussis, ça finit par te rattraper, mais en Suisse, sur 50 matchs, c'est vite passé. Hein? Oui, et puis 50 matchs, tu te rappelles, 25 matchs à domicile, tu gagnes tes matchs à domicile, tu es en play-off. 25 x 3, 75, tu es en play-off. Quand on dit parfois qu'on voyage mal, finalement, si tu gagnes tout à domicile. Voilà. Pour revenir un petit peu plus à cette rencontre entre Fribourg et Bienne, eh bien, on va écouter une réaction. On l'a vu, buteur justement ce soir. Écoutons tout de suite la réaction de Nathan Marchand. Nathan Marchand, après un match compliqué hier à Lausanne, Fribourg-Gotteron s'impose à domicile contre Bienne, aussi un concurrent direct pour les playoffs. J'imagine que c'est un soulagement pour vous. Oui, exactement. Je veux dire, je pense que ce soir, on a montré une très belle réaction devant notre public. On se devait de le faire parce qu'on sait qu'on n'a pas assuré hier soir. Après, voilà, ce soir, je pense qu'il n'y a pas tout qui était parfait, mais voilà, ça a un peu joué en notre faveur. On a réussi à marquer les premiers, du coup je pense que ça nous a bien lancé dans le match. Et puis voilà, le public était là, donc voilà, victoire qui fait très plaisir ce soir. Vous avez parlé de marquer les premiers, ça a été aussi très important, votre but de marquer directement après l'égalisation de Bienne. Ouais voilà, je m'en veux un peu, c'est moi qui perds le puck, donc je sentais qu'il fallait que je me rachète, et puis voilà, je ne sais pas poser de questions, on a continué à travailler, et puis ça a tourné pour nous. Merci Nathan, bonne soirée. Pour cette réaction de Nathan Marchand. Et puis on va écouter tout de suite une réaction du côté des perdants. Écoutons celle de Mathieu de Chantré. Mathieu de Chantré, après une défaite à domicile contre Zurich, une autre un peu rageante ici à Fribourg. Il y avait probablement la place pour mieux faire. Comment vous voyez ça? Oui, exactement. Je pense que surtout hier, on aurait pu faire mieux. C'était un match catastrophique de notre côté. Aujourd'hui, je pense qu'à Fribourg, c'est jamais facile, surtout cette saison pour nous. On a beaucoup de peine de jouer contre Fribourg, mais j'ai trouvé que c'était ouvert pendant très très longtemps. Mais enfin, on prend de nouveau une pénalité un peu pas trop nécessaire. Puis on joue au box-play presque la fin du match. C'est très très difficile d'essayer de tourner le match. Vous arrivez à revenir dans le match à 1-1 et ensuite vous encaissez ce but 34 secondes après l'égalisation. Est-ce que ça vous a donné un petit coup sur la tête ou bien pas? Mais bon, bien sûr, c'est clair, d'encaisser un but, c'est jamais bien, c'est clair, surtout si ça vient tellement vite. Mais je pense qu'on ne s'est pas trop laissé faire depuis ce moment-là. Je crois qu'on a eu des bonnes actions, on peut marquer facilement aussi 1 ou 2 buts, mais on n'a pas réussi. Merci Mathieu.
Voilà le doute qui s'installe peut-être justement dans les têtes du H. C'est bien d'avoir lors des prochaines rencontres. Messieurs, c'était notre match studio. Traditionnellement, on vous demande bien sûr vos tops et vos flops. On va commencer, Gilles Montandon, par le top. Alors, moi, j'ai nommé Berra pour l'ensemble de son œuvre, pas simplement pour ce soir, mais c'est vrai que quand vous engagez ce genre de gardien, le minimum syndical, c'est quand même de faire les playoffs. Alors effectivement, ça tarde au niveau des points pour y être confortablement installé. Mais c'est quand même un gars, qui est super fiable. Je veux dire, on peut compter sur lui. De temps en temps, il prend quelques goals, voilà, comme à peu près tous les gardiens. Mais c'est vrai que pour Fribourg, avoir un gardien comme ça, j'ai l'impression que ça se passera mieux du moment où ils seront réellement en play-off. Parce que maintenant, effectivement, ça reste quand même un petit peu chaotique. Alors, le nombre de matchs que Fribourg ne marque pas, c'est quand même pas la faute de Berra. Par contre, le Berra, il sort quand même régulièrement ses matchs et il en fait des bons, quoi. Un top goalie, évidemment, pour Fribourg, côté Rompy. Du côté des flops, Grégory Beau, alors ça n'a pas été si simple que ça, ou bien? Non, il y aurait eu plusieurs cibles potentielles. Moi, j'ai choisi Marc-Antoine Pouliot pour reprendre ce qu'il vient de dire Gilles, pour l'ensemble de son œuvre aussi. Ce n'est pas forcément ce match-là, mais en écoutant le commentaire de Jean-Philippe, on n'a quasi jamais entendu prononcer le nom de Pouliot, si bien qu'à un moment on s'est posé la question, mais il joue encore et il joue pourtant sur une ligne offensive, il a du powerplay, il est avec Rayala Heria sur ses ailes. Il doit produire beaucoup plus que ce qu'on a vu ce soir et ce qu'on voit récemment finalement. Je n'ai pas l'impression qu'il a un impact aussi dominant qu'il avait en début de saison, ce joueur. Oui, à voir pour Pouliot du côté de Bienne. Messieurs, passons à la troisième et dernière rencontre de la soirée. Rapperswil qui recevait le Lausanne Hockey Club. Là aussi, la possibilité pour Lausanne de composter tout simplement son billet quasiment pour les playoffs. Hein. C'est pas fait encore mathématiquement, bien sûr, mais c'est quand même un grand pas en avant sur un match où il y aura eu très peu de buts. Une ouverture du score signée Léoné, assist de Nodari. Avec un but où Niffeler, peut-être... en dessous du bras, on en a parlé. Regardez, le puck en dessous du bras, c'est une des faiblesses du papillon. Donc, je pense que le joueur de Léoné a simplement visé la cage, a tiré sans vraiment regarder, puis le puck a glissé en dessous du bras droit. Petite faiblesse du papillon. Petite faiblesse du papillon, en tout cas Lausanne qui vire en tête, et puis en deuxième période, Lausanne qui rate le coche ou Tsonguer plutôt qui rate le coche, Gilles Montandon, en contournant la cage, on va le voir pour le 2-0, la grosse occasion pour Lausanne dans cette deuxième période. Il fait tout juste, mais il manquait peut-être 2-3 cm. Oui, effectivement, il n'a pas cru jusqu'au bout, quoi. Là, il a probablement un petit peu précipité pour absolument mettre ce puck derrière la ligne. Mais c'est vrai qu'il avait tout le temps, même s'il y a un autre défenseur qui vient et qu'il y a une canne qui vient, je veux dire, quand vous avez le contrôle du puck, vous pouvez le mettre au fond là assez aisément. On voit qu'il avait le temps. Hein. 1-0 donc après 40 minutes de jeu dans cette partie. Mais oui, c'est toujours serré, ça a beau être la lanterne rouge. En tout cas, ils jouent les matchs jusqu'au bout, cette équipe de Rapperswil. Ils vont même égaliser 55e minute de jeu. Iglesias, en fait, ça va être un autogol de Genasi, le puck qui va lui revenir dessus. Regardez ce tir de la buvette. On met le puck au but, on n'arrête pas de le dire, Stéphane, et finalement ça finit au fond. Exactement, mais le puck vers la cage, il va arriver quelque chose, il y a de la circulation, il y a du monde par là. Il y avait Clark qui était par là, mais le puck a dévié sur Genasi. Clark, heureusement, n'a pas toujours la rondelle au-dessus de la barre transversale. Malheureux Genasi, c'est 1-1, mais bon, on ne s'est pas volé parce que quand même Rapperswil a obtenu presque 40 lancés ce soir. Mais là, grosse erreur. On est à 5 contre 4 du côté de Rapperswil. Une grosse erreur à l'entrée de zone. Et regardez le move de Berchi. Wow! Superbe, superbe. Voilà, ça c'est le but de la soirée. C'est le but de la soirée, messieurs. Hein? Moi, j'en avais déjà parlé ici. C'est vrai qu'il a un coup de patin, ce Berchi assez exceptionnel. Il a une glisse là où il fait quasi pas d'effort. Et là, effectivement, on voit très bien, là, il lève le nez. Il voit très bien avec le défenseur. Attends, le gars qui défend, il fait la première faute, c'est de faire le pas en avant à la place de le faire en arrière. Donc là, il passe assez aisément. Après, il a juste le gardien à bout portant. C'est super beau, ça. Et puis, tu parles du nez. On a peut-être entreaperçu, il a une légère balafre là, sur le nez, parce que sur l'action précédente, il y a une crosse saint-galloise qui lui est passée en dessous de la visière. Il n'était pas très content. Il a été dit aux arbitres, regardez, j'ai reçu une petite crosse dans le visage. Puis on dit parfois, comme ça, on l'a vu dans le match entre Fribourg et Bienne, Julien Sprunger prend une pénalité, puis revient sur la glace. Voilà, très motivé, on va dire. Je pense que ce but-là lui a fait plaisir à Berchi, qui monte en puissance, largement, Grégory Beau. Ah oui, au début de saison, il était vraiment discret, on va dire. Il a besoin d'un temps d'adaptation pour jouer en Suisse. On rappelle qu'il revient d'Amérique du Nord. Plus grande surface de jeu, changement de style de vie. Il y a beaucoup de changements dans la carrière à ce moment-là. Il lui a fallu 10-15 matchs. Maintenant, c'est vraiment un atout.
ce soir, il enlève quand même une sacrée épine du pied de son entraîneur parce ils ont déjà perdu une fois à Rapperswil au tout début de saison, quand justement ça allait pas très bien pour Lausanne. Ils perdent 2-1 là-bas, sauf erreur. Une deuxième fois, ils n'avaient pas le droit, je crois. Ouais, non, ils ne l'ont pas fait, en tout cas, avec cette victoire 2-1. Puis on vient d'en parler. On va écouter tout de suite à l'interview, justement, Christophe Berchi. Christophe, peu de buts dans cette rencontre. Scénario que Lausanne a presque perdu sur la fin de la rencontre, mais Lausanne a su quand même gagner ce match. Oui, c'est vrai, on a la peine aujourd'hui, mais le plus important, c'est qu'on gagne ces 3 points. Ça montre du caractère en fin de rencontre pour aller gagner avec votre but. Oui, c'est sûr que c'est chanceux un peu aussi de ma part, mais c'est vrai que c'est important un but comme ça pour pouvoir gagner un match comme on a joué aujourd'hui. La série continue, ça fait 6 victoires de suite. On se rapproche toujours un petit peu plus des playoffs avec cette bonne dynamique. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on veut. On veut bien se préparer pour les playoffs. C'est encore un long chemin. On a encore, je crois, 6 ou 5 matchs. Et puis, c'est vrai qu'on veut commencer à la maison en faisant les playoffs. Et puis, c'est un goal qu'on a mis dans notre équipe. Merci bien. C'est que ça va bien. Quand on ne sait plus exactement combien il y a de matchs qui restent, je peux vous dire qu'en général, c'est bien. Pas de souci. Bon, je t'égale le nombre de matchs, de toute façon, on va y arriver. Non, mais il a raison. On va regarder le classement ensemble, j'imagine. Bah oui, c'est ce qu'on va arrive faire. là, on regarde les résultats d'abord. Oui, d'abord. Attention, compliqué. Il y avait 3 matchs ce soir pour s'en rappeler. La victoire de Fribourg-Gotteron 3-2. Le succès de Lausanne à l'extérieur face à Rapperswil. Et la victoire de Longno face à Ambri-Piotta. Le classement, ce qui nous intéresse le plus désormais, enfin depuis un moment déjà, mais plus que jamais lors de ces derniers matchs. Et on va s'intéresser à Lausanne, 74 points. Longno, 73 points. Franchement, c'est quasi bon. On va dire que c'est bon. Bienne, 68, qui stagne encore et toujours, qui fait véritablement du surplace. Ambri aussi, mais qui s'est imposé la veille. Et ZSC Lions, qui finalement reste à ses 65 points, tout comme Fribourg-Gotteron avec un match de plus. Et puis Genève Servette face à Lugano. Et faut-il se rappeler, demain, il y aura un Lugano, Genève Servette et un ZSC Lions face à Berne. Ouais. Match importantissime. Mais on n'a pas terminé la soirée, messieurs, puisqu'on l'a vu sur ce classement, les 4 équipes qui se retrouvent sous la barre, puisqu'il y a encore 2 équipes qui luttent véritablement pour les playoffs. Là, il y a Lugano et Genève Servette. Il y a un gap très important, trop important. Pour l'instant, et ça devrait être le cas, franchement, à moins qu'une de ces 2 équipes s'écroule totalement, entre Davos, qui est 11e, et donc le 10e. Je vous rappelle que notre mode de championnat est le suivant, c'est-à-dire que nous avons un tour de placement qui comprend donc 6 rencontres avant de voir qui jouera à la finale de play-out entre le 11e et le 12e. Ce qui veut dire qu'on s'achemine finalement vers un tour de placement qui ne sert à rien. Gilles Montandon, est-ce que ce n'est pas finalement l'exemple même que notre mode de championnat, dans ce cas-là, donc en ce qui concerne les play-out, entre guillemets, de manière générale, ne fonctionne pas ou n'a quasiment pas de sens finalement? Non, pas de sens, de toute façon. En tout cas, pour les équipes classées 9-10, comme vous l'avez dit, il y a tellement de différences de points qui risquent rien du tout. Donc, c'est vraiment une dépense d'argent inutile. Risque de blessure, parce qu'il n'y aura aucune conviction. Ça va être vraiment des matchs de remplissage. Alors moi qui suis depuis toujours été un fervent défenseur de fermer cette ligue pour faire autrement, quitte à amener ce championnat peut-être à 14 équipes au besoin, puis faire autrement à la fin. Mais c'est vrai que jouer pour moi à cette promotion en négation, c'est une connerie. Alors, promotion en logation, carrément, ok, d'accord. Puis Grégory Beau, l'avis de Grégory Beau par rapport à ce tour de placement qui va servir à rien, un ersatz de Kerr, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, puis une finale de play-out finalement déjà programmée, quoi. Oui, mais c'est pas idéal, mais finalement le système qu'il y avait avant était encore pire. Et je ne vais pas rappeler à Gilles les saisons de Fribourg-Gotteron où il termine 9e, et après il joue la chiasse jusqu'au barrage contre Bienne, si je me souviens bien. Parce qu'on le rappelle que c'était 9 contre 12, voilà. 10 contre 11, au meilleur des 7. Donc vous pouviez rater les playoffs par 1 point et jouer contre une équipe qui n'a pas fait un point de l'année. Et puis tout à coup, encore... Langnau était spécialiste de faire des saisons désastreuses, mais ils avaient tout ciblé pour 4 matchs. Ils gagnent ces 4 matchs et c'est fini. Tandis qu'une équipe qui s'est battue et qui a lutté pour les playoffs jusqu'à la dernière journée devait du coup jouer des matchs à la vie et à la mort contre le 12e. C'était encore pire. Maintenant, ce n'est pas idéal, mais je trouve que c'est moins pire que le système d'avant. Bon, dans l'idée que le 9e et 10e gardent ses points, moi, je suis d'accord avec toi. C'est normal. Tu as travaillé toute une saison. Si tu as 20 points d'avance, comme c'est le cas sur les 2 derniers, tu ne mérites pas. Mais dans l'idée, c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on a ça. Il y a une fois où ça a été tendu. Et toutes les autres fois, comme cette année, c'était joué d'avance. Et c'est là qu'on veut en venir. C'est que ça ne sert strictement à rien. On connaît déjà tout le monde, ils vont tous jouer 6 matchs.
qui veulent rien dire, nada, rien du tout. On va se demander même si Davos va aligner ses meilleurs éléments pour pas qu'ils se blessent, si Rapi va... Parce qu'ils vont de toute façon s'affronter, on le sait. Donc, c'est des matchs amicaux qui servent à rien, qui n'attirent personne dans les patinoires et surtout qui font dépenser beaucoup d'argent. Alors, on dirait, oui, mais alors changer, mais pourquoi faire finalement? Eh bien, on s'est penché pas très loin sur un championnat qu'on connaît bien ici sur MySports puisqu'on vous le propose. C'est le championnat suédois de SHL. Et puis, je vous propose de découvrir ce tableau. Comment ça fonctionne en SHL? Alors, tout d'abord, le changement, c'est qu'il y a 14 équipes. Regardez, le premier au 6e participe au quart de finale de play-off, sont qualifiés. Ensuite, il y a un best of 3 entre les 7, 8, 9 et 10. Le 7e affronte le 10e, le 8e affronte le 9e. Les deux équipes qui remportent ces best of 3 font partie des play-offs. Les deux autres sont en vacances. 11-12, vous l'avez compris, c'est en vacances. Puis ensuite, les deux derniers du championnat, les 13e et 14e. Le 13e affronte le 2e de 2e division et le 14e, le premier de 2e division, et ceci pour un best of 7. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux équipes promues et deux reléguées, vous le comprenez. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory Beau? Le grand avantage d'un système comme celui-ci, même si on le transpose à la Suisse en remettant à 12 et les deux équipes n'iraient pas en vacances, vu qu'il n'y a pas de 14 et 11 et 12 joueraient contre la Ligue B, la Swiss League, finalement, ça rendrait la relégation moins... Ce ne serait plus la fin du monde d'être relégué, vu qu'il y a des relégations et des promotions un peu chaque année ou des chances chaque année. Il n'y a pas besoin de faire des folies pour rester en haut et se mettre en danger financièrement. Je pense que de ce point de vue-là, ce serait très intéressant. Donc, on regarde la relégation qui est dans l'âme et de l'ADN des Suisses. Un championnat... Moi, il y a encore des gens qui me disent un championnat sans relégation, ce n'est pas un championnat. Je ne partage pas du tout cet avis. J'ai la mentalité nord-américaine d'une ligue fermée. Mais dans l'idée, on rendrait la relégation ou la promotion beaucoup plus accessible. Ou en tout cas, il y aura beaucoup plus de mouvements. Donc, ce ne serait pas forcément une cata tout à coup d'être relégué en sachant que l'année d'après, Cloton, par exemple, qui a été relégué l'année prochaine, aurait sa chance de remonter cette année ou quelque chose comme ça. Ça fait du sens pour moi. Mais là, nous, par contre, nous ici, qu'on fait des théories tous les soirs, à tous les tours, à tous les soirs, on fait des théories, on dit qui va finir premier, on vend notre truc. Là, si on le savait cette année, on sait, Davos et Rapi seraient de toute façon en bas. Et puis le reste, il n'y aura pas de course pour la 8e place. Là. Ça serait moins intéressant maintenant. Juste là, dans la configuration. Là, maintenant, dans la configuration, le 7e affronterait le 10e. 7, 8, 9, 10, mais là, il n'y aura pas la catastrophe si tu finis 9e, parce que tu as encore une chance dans une série des 3 de battre. Donc là, on se dit, c'est le coup près, là, à Genève, il y en a qui paniquent. Tout le monde, on ne veut pas les nommer, mais il y a des gens qui paniquent un peu, puis tout le monde, dans leurs petits marchés locaux, c'est la catastrophe, Fribourg, s'ils ne font pas les playoffs, c'est la cata, puis les sponsors, etc. Mais là, on dirait, attendez, là, pas de panique, on a peut-être encore une chance de se racheter. C'est pas le coup près. On est d'accord, c'est la catastrophe. Enfin, il y a 12 équipes, il y en a 8 qui font les playoffs. Vous ne pouvez pas dire cette année, il y en aura 9, fais une petite place pour pousser. Non, mais la course pour la 8e place, au moins, c'est un mini-playoff à l'avance. Il faut dire, on a perdu au meilleur des 3. Mon meilleur des 3, c'est aussi assez casse-gueule entre nous. Là. On ne peut pas les faire au meilleur des 7 parce que les autres équipes sont en train d'attendre pendant 2 semaines. Hein. Absolument. Là, ils attendent qu'une semaine. Mais au moins, ils attendent. On n'essaie pas de leur faire disputer des matchs pseudo-alibi en disant allez-y, allez-y. Parce que là, c'est ce qui va se passer quand même, hein, mine de rien. Gilles, votre avis là-dessus, sur ce modèle suédois? C'est vrai. Le modèle suédois, moi, j'y serais assez favorable, surtout avec 14 équipes. Pourquoi pas essayer, quoi? C'est clair qu'il y en a plein qui sont pas sur le principe. Il faut garder cette barre, il faut garder le système actuel. Mais on pourrait très bien essayer pendant une année ou deux, voir ce que ça donne, au cas où revenir. Parce que, comme tu l'as très bien dit, ça a déjà été pire. À un moment donné, on pouvait même choisir contre qui on pouvait jouer. Mais c'est une stupidité monumentale. Et c'est quand même les présidents de clubs qui étaient favorables à ce système-là, parce que c'est quand même eux qui décident le mode de championnat, qui est assez dramatique quand même. Hein. Vous savez que le modèle suédois, moi j'ai l'impression qu'il tient pas mal la route, et ça permettrait aussi à certaines équipes de pouvoir faire un pas en arrière. De se dire, OK, on n'a peut-être pas les joueurs qu'il nous faut pour aller jouer un titre ou comme ça, on fait un pas en arrière, on limite un petit peu les gros salaires, on va partir avec 4-5 jeunes, 6, on va les former, puis on sera nouveau d'attaque dans 3-4 ans, ce qui permettrait de faire justement un pas en arrière qui maintenant n'est pas possible. Parce que du moment où tu culbutes en Ligue B pour remonter, on a vu Lausanne, hein, il leur a fallu 6 ans finir premier de Ligue B pour essayer de monter, et ils sont arrivés la 7e année, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu casse-gueule quand même. Oui, mais d'un autre côté, on continue de cultiver le titre de champion de Swiss League, en l'occurrence là. Et puis c'est vrai que c'est presque atypique finalement à Grégory Beau, parce qu'en général, on dit qu'on fait une promotion. Je
Je pense, et Gilles donnait l'exemple de Lausanne, je ne pense pas que Lausanne arrive dans les salons en disant hey, on a été 8 fois champion de Swiss League. Il y a des t-shirts qui tournaient quand même champion de Suisse de Ligue B. Donc oui, non vraiment. C'est collector ça. Oui, mais quand on connaît les ambitions du club, voilà, en général, c'est justement ça. Ajoie les dernières années, peut-être. C'est là où je voulais en venir. Ouais, c'est là où c'était un peu absurde. Là où Ajoie est champion, c'est le sommet. Ils vont pas, même s'il y a une promotion, c'est pas pour eux, c'est trop, la patinoire est trop petite, le milieu est pas assez économiquement viable. Lausanne, leur ambition c'était de monter et de jouer un vrai rôle en haut. Fêter un titre de champion de Suisse de Ligue B, c'est vrai que c'était un petit peu décalé, on va dire. En tout cas, vaste débat, quoi qu'il en soit, et bien évidemment du côté de la SHL, ça peut ouvrir des perspectives et pourquoi pas faire réfléchir pour changer, parce qu'on s'achemine quand même vers, on l'a dit, un tour de placement qui servira entre guillemets presque à rien, peut-être à voir qui aura l'avantage de la glace dans la finale de play-out, qui elle-même sert juste à désigner un club qui est en vacances, parce qu'après vous avez le barrage encore. Je résume. Effectivement, moi j'ai toujours trouvé que ça faisait un non-sens, mais écoutez, nous on parle de ça ici aujourd'hui, ça fait du sens pour nous, ça fait du sens pour beaucoup de gens qui en parlent, qui nous regardent, des amateurs de hockey, mais est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce que les présidents de clubs, les décideurs, les general managers, est-ce que c'est à l'ordre du jour de changer cette façon de faire? Ça fait des années que j'entends ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le hockey en Suisse, ça fait 25 ans que j'entends ça. Il y a eu des petites adaptations, mais pas beaucoup. Hein? La bonne vieille promotion-relégation, la Liga Quali, tout ça, là, puis les calendriers qu'il faut tout. Non, mais... c'est pour ça qu'on en parle, puis on risque d'en parler en effet pendant plusieurs années. Puis il y aura peut-être, qui sait, dans le futur, encore une autre solution qu'on ne connaît pas. Au Québec, on appelle ça parler pour parler. Parler pour parler. Mais tu sais quoi? On arrive à la fin de l'émission, donc on va arrêter de parler. Tout simplement pour remercier tout d'abord nos invités. Merci beaucoup Gilles Montandon, merci beaucoup Grégory Beau. On se réjouit bien sûr de vous lire, notamment durant les playoffs, puisqu'il y aura beaucoup de travail également pour vous dans la presse écrite. Et puis pour vous dire qu'on vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la National League. Les 2 matchs, on vous les rappelle, 15h40, suivant en direct, Lugano-Genève ou encore ZSC face au CP Berne. Et puis la suite sur MySports One, c'est d'ici, un peu plus de 5 minutes maintenant. Ça sera le Grand Prix de Formule E avec Jérôme Bechat au commentaire du côté de Mexico. Bonne soirée, bye bye. Bye.